Hugues Röstrolius, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, spécialiste, généticien, spécialiste de l'évolution. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire sur quel sujet vous travaillez actuellement? Bien sûr, donc je suis chercheur au CNRS et je dirige une équipe de recherche donc, à l'École normale supérieure, rue d'Ulm à Paris, dans le département de biologie, sur l'analyse de l'évolution des génomes. On travaille sur un sujet qui, depuis une quinzaine d'années, qui consiste à essayer de reconstruire l'évolution, puisqu'évidemment c'est un domaine qui est inaccessible à l'expérimentation, donc on peut simplement inférer ce qui s'est passé dans le passé. C'est très important pour évidemment comprendre le présent. Et cette reconstruction, on essaye de la centrer sur la reconstruction des génomes ancestraux. Voilà, donc on essaye de reconstruire le génome ancestral des mammifères, ou le génome ancestral des amniotes, notre ancêtre commun avec les oiseaux. Donc ça, c'est un gros travail de bioinformatique qui permet un peu d'imaginer à quoi ressemblait le génome ancestral qui était vieux de centaines de millions d'années. Et voilà, donc ça c'est un des grands sujets qui nous anime. Et puis un deuxième sujet, c'est d'essayer d'analyser le génome humain, notre génome à nous, pour essayer d'en comprendre disons, pourquoi est-ce que les variations du génome humain parmi les différents humains sur la planète causent tous ces différents phénotypes, ces différentes prédispositions aux maladies. Et voilà, donc c'est l'intégration de beaucoup de données biologiques et évolutives pour essayer de comprendre comment fonctionne ce génome. Alors essayer de reconstituer le génome ancestral, ça fait un peu penser aux linguistes qui essaient de reconstituer la langue indo-européenne primitive, voire la langue primitive de l'humanité d'ailleurs, en identifiant des phonèmes communs. Ça fait un peu penser à ça. C'est un petit peu ça. En fait, on utilise un principe, je pense, commun aux linguistes, qui est la parcimonie, c'est-à-dire qu'on essaye d'inférer les scénarios qui sont les moins coûteux en événement. Donc, pour simplifier, quelque chose qui va être similaire entre un génome humain et un génome de chien, eh bien, on va supposer que c'était déjà présent dans leur ancêtre commun. Et en procédant ainsi pour toutes les similarités qu'on peut identifier entre ces génomes, et comme aujourd'hui on dispose de beaucoup de génomes d'animaux, qui est notre terrain d'exercice favori, eh bien on arrive à reconstruire des génomes avec une grande fiabilité. Alors, on rentre un peu dans un domaine plus technique, mais reconstruire un génome peut prendre plusieurs formes. Nous, la forme qui nous intéresse d'abord, c'est d'abord reconstruire le contenu en gènes de ces génomes et leur ordre le long des chromosomes. Donc avoir accès au contenu en gènes, ça permet ensuite de faire des spéculations intéressantes sur à quoi servaient ces gènes, que contenait ce génome qui permettait de ensuite gouverner un certain métabolisme présent dans ces coder les protéines, comme on dit. Exactement. C'est ça. Ouais. Alors, ça tombe bien, nous allons parler de l'évolution. Nous avons un spécialiste reconnu en face de nous. Alors, ce que je vous propose, Monsieur Röstrolius, c'est de vous dresser ma vision de ce qu'est le principe de l'évolution de façon très brève, et vous allez me dire, un, si c'est juste, et deux, si c'est complet. Donc l'évolution, c'est la transformation de l'anatomie des individus et, à l'intérieur d'une même espèce. Et cette transformation anatomique, enfin de différentes fonctions, mais notamment de l'anatomie, se transmet par l'hérédité, et elle est le fruit de mutations qui se produisent de façon aléatoire et en grand nombre. Et lorsqu'une ou plusieurs mutations créent un caractère avantageux dans la compétition, il permet à l'individu d'atteindre l'âge de la reproduction, de se reproduire et de transmettre ses gènes, donc ce caractère, à ses descendants. Le moteur de l'évolution, c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est le grand apport de Darwin. Et la sélection naturelle se joue non pas entre les espèces, mais à l'intérieur d'une même espèce. Alors je vais prendre un exemple. Les prédateurs s'attaquent à des proies, et à l'intérieur d'une même espèce de proie, prenons le lapin qui est chassé par le renard, les individus lapins qui auront un avantage, par exemple une vision supérieure, qui pourront détecter le renard plus en avance, pourront se reproduire et transmettront ce gène, et ainsi les lapins s'amélioreront d'une certaine façon dans leur façon d'éviter le renard et de le fuir, mais que l'évolution ne se fait pas entre espèces. Finalement, c'est un phénomène qui se joue entre les individus d'une même espèce, et quelque part, c'est un mécanisme individuel, quelque part. Voilà. Et est-ce que cette description vous paraît juste? Et est-ce que là, je viens de décrire finalement tout le mécanisme de l'évolution?
Alors, ce que vous avez dit est largement juste, on va dire. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Simplement, c'est vrai que c'est un petit peu incomplet, parce que une grande partie de l'évolution ne consiste pas à innover avec de nouvelles fonctions. Une grande partie de l'évolution consiste à maintenir des fonctions existantes telles qu'elles sont, parce qu'elles représentent une adaptation à un environnement. Vous avez utilisé le mot améliorer, en évolution on utilise plutôt le mot adaptation. Il n'y a pas de notion de mieux et de moins bien, c'est vraiment une question d'être adapté à son milieu. Donc on peut dire que la majorité des événements évolutifs consistent à ce qu'on appelle l'évolution purificatrice, c'est-à-dire d'éliminer les mutations néfastes qui sont délétères et qui donc peuvent diminuer ce qu'on appelle la fitness d'un individu. Voilà. Donc c'est ça le principal. En général, quand une mutation arrive, elle peut avoir 3 destins. La plupart du temps, elle n'a aucun effet sur l'organisme en question, elle est neutre. Donc elle va se maintenir dans la population, les individus d'une même espèce, au gré de la démographie, d'événements un peu aléatoires. Le deuxième destin fréquent, c'est un peu comme vous donnez un coup de marteau dans une voiture. La plupart du temps, soit elle continue à marcher, ça ne change pas grand-chose, soit ça va moins bien. Parce qu'on donne un coup de marteau un peu aléatoire, ça va casser quelque chose. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les mutations délétères. Et celles-là, eh bien, elles vont au contraire induire chez l'individu qui la porte une perte de l'habilité, par exemple, d'échapper à un prédateur, et donc il ne va pas survivre. Et puis plus rarement, le coup de marteau eh bien, améliore quelque chose dans la voiture, une mutation est avantageuse. Ça, c'est assez rare. Et effectivement, là, on va voir un individu qui va naître et transmettre ce caractère avantageux. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution ou la sélection positive darwinienne au sens initialement proposé par Charles Darwin. Et là, on voit effectivement une adaptation à un milieu. Mais il suffit que le milieu change et que les renards deviennent des oiseaux et le lapin il est plus adapté à échapper à ce prédateur-là et puis on voit l'émergence de nouvelles fonctions adaptatives. Donc c'est un processus continuellement renouvelé qui... Alors, si on distingue... En fait, il y a 2 concepts. En un, il y a l'évolution et il y a la sélection naturelle. Si on prend l'évolution... qu'on appelait, il fut un temps, le transformisme, en fait, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les animaux, qu'il y a des animaux qui sont très proches, qui ont des formes très proches, et l'idée d'une transformation de la vie est antérieure à la sélection naturelle. Un certain nombre de penseurs, de naturalistes, ont jugé, ont eu l'intuition que les formes de vie évoluaient, mais n'ont pas pensé que le moteur en était la sélection naturelle. Est-ce que la sélection naturelle est la cause de toute l'évolution ? Que pense-t-on aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a une partie de la transformation des êtres vivants, de la spéciation, qui est due à autre chose qu'à la sélection naturelle? Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la plupart des mutations vont progresser en fréquence dans la population sous un mode d'évolution qu'on appelle la dérive génétique. Pas du tout la sélection, c'est la dérive génétique, c'est une notion qui a émergé dans la conception de l'évolution au cours des années 60-70 et qui propose que finalement beaucoup des mutations qui arrivent dans un grand génome finalement vont avoir un impact très très faible sur la fitness, sur l'adaptation, pas suffisant pour vraiment être sélectionné par la sélection naturelle et donc va dériver au gré d'événements de migration, de démographiques quelconques et par hasard arriver à une fréquence telle qu'à un moment donné, tellement d'individus possèdent cette mutation qu'elle ne peut plus redescendre à zéro et disparaître. Et donc elle va être ce qu'on appelle fixée. Et ça, c'est une évolution de l'ADN des espèces, parfois avec un petit caractère avantageux, donc adaptatif, mais pas suffisant pour dire que c'est voilà, la résistance à un pathogène ou une manière plus avantageuse d'échapper à un prédateur. Alors, peut-être ce à quoi vous faites allusion plus précisément, cette idée de transformisme l'a marqué un petit peu. Bon, est tombé en désuétude, évidemment. Aujourd'hui, on est plutôt sur un mode de mécanisme basé sur des mutations qui sont transmises et qui confèrent ces caractères avantageux. Néanmoins, on voit évoluer, on voit émerger aujourd'hui un nouveau mode de raisonnement basé sur ce qu'on appelle l'épigénome. Alors l'épigénome, ce ne sont plus des mutations dans l'ADN, ce sont des mutations, ce sont des modifications qui sont portées sur
des protéines ou des modifications chimiques qui sont autour de l'ADN. C'est pour ça qu'on l'appelle épigénome. Et ces modifications peuvent être induites par des événements qui se passent au cours de la vie adulte de l'organisme sur certaines de ces cellules, dans l'ADN de certaines de ces cellules, sur l'ADN de certaines de ces cellules, en particulier les cellules de la lignée germinale qu'il va transmettre à la génération suivante. Et donc on peut imaginer que certaines de ces modifications qui se passent au cours de la vie adulte d'une mère, par exemple, va importer des modifications dans l'ADN de son ovule qu'elle va transmettre, évidemment, qui va donner naissance à un nouvel individu qui va porter certains caractères liés à ces modifications. Alors je reste un peu général parce qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, on ne sait pas très bien si c'est vrai. Beaucoup de chercheurs travaillent sur ces modifications en ce moment et on pourrait imaginer donc qu'un individu transmette un caractère à sa descendance sur la base de son propre vécu. Un peu comme l'idée de Lamarck qui dit les girafes augmentent. Donc un retour de Lamarck éventuellement, mais... Il y a des analogies, c'est pas exactement la même chose, non, mais il y a des analogies fortes avec cette notion-là. Alors pour que l'espèce évolue et qu'elle évolue dans un sens adaptatif, il faut que les individus qui ont des mutations favorables arrivent à l'âge de la reproduction, mais il faut aussi que ceux qui n'ont pas ces caractéristiques ne se reproduisent pas. En tout cas, que statistiquement, ça aille dans ce sens. Mais il faut surtout que les individus restent en contact pour qu'on puisse parler d'une même espèce, qui est une spéciation homogène. Comment expliquez-vous, c'est un peu une question piège, je suis désolé de vous la poser sans vous prévenir, que les poissons d'eau douce qui vivent dans des cours d'eau parfois séparés depuis des millions d'années relèvent de la même espèce, alors qu'ils ne sont plus en contact? Alors, il faudrait trouver les cas. C'est une question de cours de récré, je suis désolé. Oui, non, c'est pas grave. Disons que ce qu'on observe, par exemple, un modèle en génétique qui est très, très étudié en évolution, ce sont les épinoches. Les épinoches ont un habitat qui, initialement, au cours de l'évolution, au début, était marin, principalement. Et puis, elles ont envahi certaines régions qui surplombaient les grands lacs américains aux États-Unis. Et puis au moment de la fonte des neiges, des glaces, elles se sont retrouvées, les épinoches, piégées dans différentes cuvettes qui sont devenues aujourd'hui des lacs et donc des environnements d'eau douce. Et donc on a plusieurs populations physiquement séparées, géographiquement séparées, qui ne peuvent plus rentrer en contact d'épinoches, qui ont subi des adaptations à ces environnements phénoménales, morphologiques, assez importantes. Elles n'ont plus d'épines, justement, pour certaines. Les épinoches marines ont des armures, des écailles très, très robustes qui leur permettent d'échapper aux prédateurs, de se protéger des prédateurs. Et certaines épinoches des lacs les ont perdues, certaines les ont gardées. Enfin, on voit toute une évolution très rapide en quelques milliers d'années. Et divergente, d'une certaine façon, sur des caractères. Divergente, oui. Comme les pinsons des îles Galapagos. On peut dire ça, oui. Et ce qui est étonnant, c'est que l'évolution se fait en grande partie à partir de variations qui préexistaient dans la population ancestrale marine. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question. Ce qu'on peut dire, c'est que les environnements ont changé brutalement pour ces espèces-là. Elles se sont adaptées d'une manière, disons, relativement rapide et qu'on peut suivre aujourd'hui dans leur ADN et trouver les régions du génome qui ont conféré ces caractères avantageux. Et parfois, elles ont perdu un caractère parce qu'elles n'en avaient plus besoin aussi. Et donc ça, on l'a observé plusieurs fois. Donc ce n'est pas tout à fait la réponse à votre question qui était pourquoi une espèce physiquement séparée permet de maintenir une certaine homogénéité génétique qui permet de les faire se recroiser. Alors tout dépend du temps évolutif, tout dépend des raisons pour lesquelles elles sont physiquement séparées. On voit le contraire, on voit des espèces qui cohabitent toujours dans le même environnement, mais qui ils sont morphologiquement très très similaires, mais qui ne sont pas capables de se reproduire, parce qu'il y a des modifications génétiques. Il faut analyser les organes génitaux pour se rendre compte qu'il y a plusieurs espèces qui sont entièrement similaires extérieurement. Par exemple, mais ça peut être simplement aussi ce qu'on appelle une incompatibilité génétique, c'est-à-dire qu'il y a des réarrangements, modifications dans le génome qui font que ces deux génomes ne peuvent plus fusionner au moment de la fécondation pour donner un être... Parfois, il y a ça entre deux individus, même entre un homme et une femme, ça peut arriver. Oui. Donc le vecteur de l'hérédité, c'est l'ADN et l'ARN. C'est la seule chose dont on soit sûr actuellement. Hein. Donc vous avez évoqué des hypothèses, mais qui sont incertaines. Est-ce qu'on sait quand la molécule d'ARN ou d'ADN est apparue? Et est-ce que les tout premiers êtres vivants unicellulaires étaient équipés de cette molécule?
Et est-ce qu'il peut y avoir d'évolution sans ADN, ARN? Donc, vous avez cette dernière question, vous avez pratiquement répondu, mais quand est-ce que cette molécule est apparue, le sait-on? Alors, bon, pour replacer les choses, il y a 3 grands domaines du vivant qu'on décrit aujourd'hui. Il y a les bactéries, les archées, qui sont tous les deux des unicellulaires, et puis ce qu'on appelle les eucaryotes. Et ces 3 grands domaines du vivant partagent un certain nombre de similarités en termes de génome, d'ADN. Déjà, ils possèdent tous de l'ADN. Et donc, toujours sur son principe de parcimonie qui est bien pratique, on peut supposer, spéculativement, mais c'est raisonnable, que leur ancêtre commun donc, possédait de l'ADN. C'est une première chose. Cet ancêtre commun, on l'appelle LUCA. C'est une abréviation d'une expression anglaise qui veut dire Last Universal Common Ancestor. Donc c'est le dernier ancêtre commun de ces 3 grands domaines du vivant. Donc il possédait de l'ADN, il possédait un certain nombre de gènes pour métaboliser l'ADN, pour fabriquer les briques qui constituent l'ADN. Donc toutes sortes de choses qu'on peut raisonnablement inférer comme ayant existé chez LUCA. Alors LUCA, c'est le dernier ancêtre commun à tout le monde. Alors ça ne veut pas dire que c'est le temps zéro de l'évolution. De notre point de vue, 4 milliards d'années plus tard, donc voilà, c'est le temps évolutif depuis LUCA, c'est environ 4 milliards d'années. Évidemment, le temps zéro, il est bien loin. C'est pratique de dire que c'était à peu près à ce moment-là que tout a commencé. En fait, non. Évidemment, il y a une évolution qui précède LUCA. Et d'ailleurs, on peut bien imaginer qu'il y ait eu plusieurs tentatives d'évolution au moment où les premières molécules organiques se sont formées et qu'il n'y en ait qu'une qui est vraiment bourgeonnée et qui ait donné naissance à toutes les espèces qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce LUCA, il avait une évolution qui l'a précédé, évidemment, il a évolué lui-même, on ne connaît absolument rien sur cette évolution-là, on n'a pas de descendant a priori de lui, puisque LUCA, c'est lui qui est le dernier descendant. Et avant l'apparition du vivant, c'est-à-dire d'une espèce qui était capable de s'auto-reproduire, eh bien, il y avait des molécules biologiques qui devaient interagir dans un environnement, et c'est ce qu'on appelle la chimie prébiotique, la chimie d'avant le vivant, où justement ont émergé l'ADN, l'ARN, etc. Alors, on n'a aucun accès à ce qui s'était passé, on peut tout simplement spéculer sur quelles sont les conditions qui étaient nécessaires pour que ces molécules se mettent en place et qu'on commence à avoir les premières molécules de ce qu'on appelle les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN, l'ARN. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'ARN, c'est une molécule qu'on appelle autocatalytique. C'est une molécule qui est capable d'elle-même provoquer des réactions chimiques, d'avoir une conformation en 3 dimensions qui permet d'interagir avec d'autres molécules et de provoquer des réactions. Donc ça, l'ADN, on n'a pas encore trouvé de cas où c'était possible. Donc, on peut spéculer que l'ARN était le premier acide nucléique, que il a généré à un moment donné d'autres formes d'acides nucléiques qui sont l'ADN et que de fil en aiguille, c'est devenu l'endroit où la formation génétique est stockée. Alors vous avez cité les 3 catégories d'êtres vivants, les bactéries, les archées, qu'on a longtemps confondues avec les bactéries, qui sont des cousines des bactéries, et puis les êtres vivants dont les cellules possèdent un noyau, sont équipés d'un noyau, c'est-à-dire nous, enfin tout le reste. Mais il manque une autre catégorie, non? Les virus. Ben oui, alors les virus, c'est vrai que les virus sont... Ils ont de l'ARN, certains ont de l'ADN, certains sont plus gros que des bactéries, les mimicovirus, qui imitent les bactéries, dit-on. Ouais. Alors bon, les virus géants sont une découverte très récente, on ne sait pas encore très bien quoi en faire. Ce sont des êtres vivants, les virus, selon vous? La question est ouverte, je ne sais pas si on peut vraiment affirmer l'un ou l'autre. Bon, disons que non, selon la définition du vivant telle qu'on la connaît, on va dire que c'est plus facile de les classer hors du vivant, même s'ils interagissent beaucoup avec le vivant et ils sont indispensables. Ils ont contribué à l'évolution du vivant. Les virus sont capables d'injecter leur matériel génétique dans des cellules vivantes et de contribuer du matériel génétique et de permettre l'adaptation de certaines espèces grâce... Une partie de notre matériel génétique vient de virus, non? Alors, je dirais que l'essentiel de notre matériel génétique vient d'ADN qui est semblable à celui des virus, c'est-à-dire qu'il est le résultat d'injection de matériel, d'éléments qu'on appelle transposables, qui ont presque tout de l'ADN d'un virus, sauf les gènes de la capside, qui sont l'enveloppe qui protège les virus. Et ces éléments sont capables de s'insérer dans le génome, par exemple des humains, et de se multiplier et de faire grossir ce génome, et de le faire gonfler
Alors on a une certaine tolérance vis-à-vis de ce matériel en surplus, une sorte de ballast qu'on traîne au cours de l'évolution qui constitue aujourd'hui au moins 50% de notre ADN reconnaissable. On peut reconnaître différents éléments comme ça autonomes. On peut supposer qu'une grosse partie des 50% restants sont d'anciens éléments de ce type-là qui sont aujourd'hui dégradés. Mais ils nous ont apporté des choses essentielles, ces éléments transposables, par exemple la capacité des mammifères à avoir un placenta. On sait aujourd'hui que c'est sans doute grâce à l'acquisition d'un de ces gènes de type viral que l'on est capable de tolérer à l'intérieur du corps des mères mammifères un être différent, qui possède un autre génome, un autre système immunitaire, et donc de ne pas le rejeter comme un corps étranger. Et ensuite de créer cette enveloppe qui va ensuite permettre de le nourrir, etc. Ça, ce sont des choses qui sont possibles grâce à l'acquisition d'un gène de type viral. C'est très intéressant parce que récemment, on a découvert, vous savez que les lézards sont des espèces ovipares, qui pondent des œufs, mais il y a une espèce qui a également acquis un gène de la même famille de virus et qui possède également un placenta. Donc ce sont des choses qui peuvent se reproduire plusieurs fois au cours de l'évolution. Darwin n'était pas biologiste, il était naturaliste, mais il n'était pas biologiste au sens où on l'entend aujourd'hui. Wegener n'était pas géologue, Pasteur n'était pas médecin, Galilée n'était pas mathématicien. Est-ce qu'aujourd'hui les spécialistes de l'évolution sont nécessairement des généticiens ? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de spécialistes de l'évolution qui travaillent uniquement à partir de fossiles, de caractère morphologique, par exemple. Donc les paléontologues, par exemple, travaillent sur l'évolution des espèces à partir de choses qui sont dans la pierre. On a beaucoup de mathématiciens qui travaillent sur des notions d'écologie évolutive, donc des interactions entre espèces et comment les espèces évoluent dans un écosystème défini sur des longues périodes évolutives. Donc ça, ce sont surtout des études qui sont à partir de modèles mathématiques, statistiques et d'observations sur le terrain, évidemment, de dénombrement, d'observation de comportement, etc., mais pas forcément avec des aspects moléculaires. Les aspects moléculaires, c'est évidemment quelque chose d'assez récent, qui date d'il y a 60-70 ans depuis aujourd'hui, et qui permettent d'examiner, de poser des questions sur les mécanismes de l'évolution, les mécanismes moléculaires. Et ça, c'est une des grandes questions de la biologie aujourd'hui et à venir, c'est de faire la synthèse harmonieuse entre les mécanismes moléculaires, le comment ça marche, les mutations, où elles se produisent, comment l'ADN est répliqué, quels sont les biais qu'on peut imaginer dans l'observation des génomes, les comparaisons de génomes, tous ces aspects très basés sur la molécule d'ADN, et les aspects un peu plus macroscopiques sur la manière dont ces données moléculaires peuvent être agrégées, intégrées avec les données fossiles. Un des grands problèmes aujourd'hui dans l'évolution, c'est que si on date des événements évolutifs avec ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, c'est-à-dire la manière dont les génomes ont évolué, on n'est souvent pas du tout d'accord avec, disons, les datations fossiles, où là on a vraiment une datation avec du carbone 14 dans des couches géologiques qui nous permettent de dire, voilà, cette espèce-là, elle avait déjà cette morphologie-là il y a 50 millions d'années, et les datations moléculaires ne sont pas toujours d'accord. Et puis faire la synthèse aussi avec les modèles mathématiques qui permettent d'expliquer comment sont gouvernés ces modes évolutifs. On vient au plat de résistance de cet entretien qui est la formation des organes complexes, qui est quand même le sujet, surtout pour le grand public, de savoir comment se constitue. Alors je vous propose trois organes en particulier, enfin trois organes et fonctions. Le premier, bien sûr, c'est l'œil, c'est l'exemple classique, comment s'est formé l'œil. Le second, c'est le venin. Comment s'est créé le venin chez les animaux venimeux. Et le troisième, c'est la reproduction qui est extraordinairement complexe. Alors prenons le premier, qui est l'œil. Alors il y a cet exemple classique que donne Bergson dans son livre L'évolution créatrice, qui date du tout début du XXe siècle, où il dit, ben voilà, pour qu'un œil fonctionne, il faut qu'il y ait une rétine et un cristallin. Alors comment les deux ont-ils pu se former, alors que l'un est totalement inutile s'il n'y a pas l'autre? Alors, malheureusement, il avait sans doute un petit peu tort sur ces présupposés nécessaires à l'apparition d'un œil, parce que ce qu'on appelle des cellules photosensibles, il en existe chez les bactéries, il en existe dans tout le monde vivant, chez les plantes, chez les animaux. Et
l'agrégation de ces cellules sensibles en une sorte de proto-œil, ce qu'on appelle un spot oculaire, peut-être, ce serait un bon terme. C'est-à-dire quelques cellules qui sont regroupées sur la surface d'un organisme et qui sont sensibles à la lumière. Sous la peau, elles sont sous la peau? Sur la peau, sous la peau, oui, peu importe, il y a plein de modes. L'apparition de ces spots oculaires, on l'a vu, on l'a dénombré entre 50 et 60 fois au cours de l'évolution de manière indépendante. Donc, alors c'est pas tout à fait un œil encore, mais c'est un groupe de cellules qui permet à l'organisme qui les possède de sentir la lumière d'une manière purement mécanique. Il n'y a pas forcément un cerveau derrière non plus qui intègre cette information de lumière sous forme d'image, hein. C'est juste sentir la lumière. Parfois c'est directement connecté aux muscles et permet de s'échapper si on sent la lumière ou de s'en rapprocher si on veut de la lumière. Donc, ces cellules photosensibles sont nées par une mutation génétique. C'est une mutation génétique chez un individu ou plusieurs qui fait que des cellules photosensibles sont apparues spontanément. Alors les cellules photosensibles ont besoin d'une molécule qui est sensible à la lumière et chez les animaux, c'est ce qu'on appelle l'opsine. Et donc l'opsine, quand même, on pense qu'elle est apparue qu'une fois au cours de l'évolution et que ces différentes formes d'opsine qui est sensible à la longueur d'onde dans le domaine du visible qui permet de capturer cette information lumineuse. Mais ensuite, l'agrégation de ces cellules photosensibles en le début de ce que pourrait être un œil, c'est-à-dire un spot de cellules qui sont sensibles à la lumière, ça, c'est apparu plusieurs fois. Et après, donc ça, c'est pas encore un œil, c'est un groupe de cellules photosensibles. Pour en faire un œil, il faut déjà pouvoir sentir la direction de la lumière, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que l'évolution sait bien faire. Il faut créer une sorte de cupule, une sorte d'invagination légère qui permet de créer une vasque dans laquelle ces cellules photosensibles sont et elles vont réagir à la lumière selon l'angle d'arrivée des rayons lumineux. Et ça, c'est déjà une sophistication, une amélioration adaptative substantielle parce qu'on peut voir l'origine d'une ombre, par exemple, qui passe devant l'animal, si c'est un animal, et peut-être un prédateur, peut-être une proie, et donc être plus apte à réagir en fonction de ce stimulus extérieur. Donc ça, on voit déjà le début de la formation quelque chose qui pourrait ressembler à un œil. C'est une cavité qui reçoit la lumière et qui la traite. Après, on suit ce processus à partir de là sous forme de développement de différentes cellules qui vont être spécialisées pour différentes longueurs d'onde, par exemple. Elles vont être connectées à des neurones qui vont être de plus en plus sophistiqués, qui vont ensuite aller vers peut-être un centre nerveux. À partir de là, c'est un processus, disons, processif qu'on peut comprendre, qu'on a vu se dérouler de multiples fois, qu'on peut imaginer s'être produit de multiples fois au cours de l'évolution. Et à partir de là, il faut les protéger, donc ça va rentrer dans une cavité, ça va être baigné dans un liquide, et puis ce liquide il va être transparent, des cellules vont se mettre là, et on peut commencer à voir émerger l'apparition d'un cristallin qui, évidemment, au début va être quelques cellules qui vont protéger, parce que ça va être dur, ces cellules photosensibles, et puis étant donné que il faut qu'elle laisse passer la lumière, ça va certainement... on peut imaginer que l'orientation des rayons vont ensuite être importante et donc petit à petit, ce cristallin va focaliser les rayons sur un petit groupe de cellules lumineuses et puis voilà, de fil en aiguille, ça va permettre de former une image dans le cerveau de celui qui les porte. Et à la fin, on a Michel Morgan. Par exemple. L'autre exemple que je vous ai proposé, c'est le venin. Alors le venin, il est inutile s'il reste dans les glandes qui produisent le venin. Il y a toute une tuyauterie qui doit amener ce venin jusqu'au dard ou aux célichères pour les araignées. Et il y a tout un comportement qui va avec cette utilisation du venin. Comment s'est formée cette tuyauterie et est-ce qu'elle s'est formée en même temps, sachant que la tuyauterie, là encore, ne sert à rien s'il n'y a pas la glande à venin et vice-versa. On pense aux cônes, par exemple. Vous connaissez les cônes, qui sont des coquillages qui produisent un des venins les plus toxiques au monde. Et c'est des coquillages donc, qui se déplacent très lentement, donc c'est un mollusque, et qui chasse des poissons. Et le venin, il injecte d'abord une première forme de venin qui endort le poisson, ce qui fait que le poisson est devant le cône, mais il ne peut plus bouger. Et ensuite, il y a une partie de son estomac qui ressort et qui englobe le poisson. Et là, il y a un dard qui à l'intérieur de cette enveloppe qu'il crée, qui va piquer le poisson et qui va lui injecter un venin. Et c'est incroyable, parce que rien n'est plus contre-intuitif qu'un mollusque qui chasse un poisson. Et que tout ça se soit construit au fil des millions d'années
est bluffant. Est bluffant pour quelqu'un qui essaie de comprendre quand même. Alors c'est là, c'est la seule chose qu'on peut dire, ben oui c'est là et ça fonctionne. Alors on peut être réductionniste et déconstruire ce processus très complexe et sophistiqué que vous venez de décrire en multiples sous-processus qui chacun ont à un moment donné au cours de l'évolution permis à une certaine espèce d'acquérir un avantage évolutif. C'est tout ce qu'on peut imaginer et parfois, eh bien, comme certains l'ont proposé, eh bien, l'évolution peut faire des bonds et faire voir l'apparition d'un organe qui est entièrement différent de ce que les autres individus de la même espèce possèdent et que ça, ce soit effectivement quelque chose de très avantageux. Un exemple de bond d'évolution, disons, saltatoire qu'on connaît chez les vertébrés, chez les animaux, les oiseaux, les poissons, les animaux, chez notre ancêtre commun, ça c'est un de nos sujets d'étude, eh bien, le génome a doublé en une seule génération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait un ensemble de choses, d'animaux qui devaient ressembler à des poissons dans une mare ou dans une mer il y a 450 millions d'années. Et il y a eu un événement de reproduction. Donc deux individus de sexe opposé ont donné un nouvel individu qui avait 2 fois la quantité d'ADN dans son génome que ses parents. Et cet événement s'est produit à un moment donné de l'évolution, sans doute 2 fois, puisqu'il a fallu que cet individu se reproduise avec un autre individu qui avait la même caractéristique, donc 2 individus de sexe opposé, donc c'est un événement extrêmement rare. Voilà, à partir de là, 66 000 espèces de vertébrés vivent aujourd'hui et dérivent de cet événement unique, un cataclysme génétique, si vous voulez. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce phénomène s'est produit 2 fois de suite, en un intervalle de temps évolutif relativement court. Donc le génome n'a non seulement doublé, mais quadruplé de taille, de quantité d'informations. Et voilà, ensuite on a la radiation des vertébrés, les poissons d'un côté, les animaux qu'on connaît aujourd'hui sur la Terre de l'autre. Alors un troisième exemple, c'est la reproduction, qui est d'une complexité inouïe, parce qu'il faut d'abord il faut distinguer les 2 sexes, ce qui est une première chose. Donc on est dans la sexuation, donc dans la création d'espèces sexuées. Ensuite, il faut, pour les vivipares, ceux qui ne produisent pas d'œufs directement dans la nature, mais des êtres vivants tout formés, il faut tous les organes matriciels qui sont présents, prenons l'exemple de l'homme, qui sont présents chez la femme. Chez l'homme, il faut des testicules qui produisent un autre être vivant, quelque part, qui est le spermatozoïde, qui a son autonomie, qui va se déplacer, qui va féconder l'ovule, lequel va donner un œuf. Ensuite, il faut que tous les organes de la femme puissent permettre à cet être, cet embryon, puis ce fœtus, de se développer. Mais en plus, il faut tout le comportement qui va avec. Ça va de la sexualité, la parade nuptiale, le choix du partenaire. Et tout ça est d'une complexité extraordinaire. Et on a l'impression, là encore, que rien ne peut exister sans tout le reste. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'aspect comportemental, ça ne sert à rien d'avoir des ovules et des spermatozoïdes. Si on a des spermatozoïdes, mais qu'il n'y a pas de pénis, il ne peut pas être introduit. Et puis de l'autre côté, il faut que les organes féminins soient capables d'accueillir et le pénis, et qu'ensuite, le chemin pour que le sperme puisse se déplacer jusqu'à l'ovule, il faut que ce chemin existe, que cette voie existe. Et comment analysez-vous la formation de la sexualité, l'apparition de la sexualité ? C'est une question qui agite beaucoup de monde dans le domaine de l'évolution. Je ne suis pas forcément la meilleure personne pour y répondre, c'est une question très complexe. Je pense que la meilleure manière d'approcher la chose, c'est de ne pas la considérer d'un point de vue très anthropocentrique, de notre point de vue d'humain, 4 milliards d'années après un temps évolutif, donc très très long. C'est un petit peu l'évolution comme si, on prend souvent l'image de dire, voilà, on est aujourd'hui dans les 3 dernières secondes d'un film qui a duré 2 heures et on essaye de comprendre la conclusion à partir de ces 3 secondes, des 3 secondes finales. Et donc forcément, on est ébahi par le scénario final, par la conclusion, par tout ce qu'on peut imaginer, donc, qui correspond à toute la biodiversité phénoménale dans sa variété qu'on observe aujourd'hui. Évidemment, on n'a pas le scénario des 4 milliards d'années qui ont mené à ça. Donc on est forcément étonné par le résultat, mais il faut imaginer qu'il a pris 4 milliards d'années. Et on voit aujourd'hui, depuis, en plus avec l'accélération des pressions de sélection sur, par exemple, le changement climatique,
Mais on peut aussi reproduire au laboratoire des phénomènes évolutifs sur des espèces qui ont des temps de génération très courts. Et on voit que c'est possible par petits bonds de procéder à des adaptations. L'homme l'a fait par l'élevage, il a fait une sélection. Oui. Et donc, voilà, l'élevage correspond à une sélection extrêmement très sévère qui permet de faire évoluer, de faire émerger des innovations qui sont majeures parfois sur certains aspects d'intérêt agroéconomique. Mais voilà, c'est possible. Alors, l'ordre dans lequel les choses se sont passées, on l'a décortiqué tout à l'heure un peu avec l'œil, c'est possible à tous les niveaux morphologiques. Donc, pour la reproduction, c'est la même chose. Et d'ailleurs, la reproduction, c'est le moment où on va transmettre ces gènes. Et donc, c'est un moment, c'est un domaine de la biologie des organismes qui est vraiment au cœur de la sélection naturelle. Donc, soit c'est quelque chose d'extrêmement préservé, sur laquelle on applique l'évolution implique une sélection qu'on appelle la sélection négative, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout rien changer, dès que c'est perturbé, parce que ça fonctionne bien, c'est délétère et donc on ne voit pas apparaître de modifications dans ce domaine-là. Ou bien chez certaines espèces, c'est au contraire extrêmement plastique. Chez les poissons, par exemple, même au sein de la même espèce, il y a des individus, des populations qui utilisent des gènes différents pour la formation des gonades, de ce qu'on appelle les organes sexuels. Donc, et vous passez d'une espèce à l'autre, donc par exemple chez tous les mammifères, c'est le même gène qui différencie l'embryon en train de se développer en un mâle ou en une femelle. C'est un gène très connu de la différenciation, donc on appelle la différenciation sexuelle. Chez les poissons, eh bien, vous prenez une espèce, ça sera un gène, vous prenez une autre espèce voisine, ça sera un autre gène, c'est extrêmement plastique. Et donc ça, c'est un mystère aussi, pourquoi chez les poissons ça change aussi vite. Quel est l'avantage adaptatif de cette plasticité évolutive sur la différenciation sexuelle? Pour l'instant, on peut l'observer, on ne la comprend pas encore très bien. Ce qui est étonnant, c'est que la sélection naturelle, il y a des prises dans l'histoire de la science et de la connaissance du monde, il y a des prises de conscience brutales qui arrivent très tardivement. Vous savez, c'est comme les valises à roulettes. Moi, quand j'étais enfant, les valises, il fallait les porter. Pourquoi n'a-t-on pas mis des roulettes sur les valises dès qu'on les a inventées? Et dans les sciences, il a fallu 3 millions d'années pour comprendre d'êtres humains, d'humanité, pour comprendre la sélection naturelle. Sur la rotondité de la Terre, il suffit les Grecs ont créé Nice, Nicaïa. Si vous êtes au ras de Nice, vous ne voyez pas la Corse. Au bord de la mer, vous ne voyez pas la Corse. Si vous montez au dévoluy à 2000 mètres, vous voyez les montagnes de Corse, ce qui signifie que la Terre est ronde. Et il a fallu là aussi énormément de temps pour avoir cette révélation. Et souvent, la révélation vient d'un homme qui est soit en rupture, soit qui n'est pas issu de la discipline. Je citais Pasteur sur la génération spontanée, et même Einstein était en rupture avec le milieu scientifique de son temps. Et si on regarde l'évolution, j'en viens à la question qui est le titre en fait de cet entretien. Est-ce que l'évolution a une direction? Est-ce qu'elle a un sens? Yves Coppens dit que, selon lui, l'évolution va vers la complexité. On se dirige, il le dit, c'est évident, on va vers davantage de complexité. Or, il y a des régressions, le dodo a cessé de voler. Est-ce que, selon vous, il y a un sens dans tout ça? Alors, dire que l'évolution a un sens, c'est une vision qu'on pourrait qualifier un peu d'anthropocentrique. Et encore une fois, c'est le point de vue d'un humain qui regarde la biodiversité, qui est plus proche de lui la plupart du temps, donc les papillons, les oiseaux, les mammifères. Et si on regarde avec un petit peu plus de recul, on voit que l'essentiel du vivant aujourd'hui, en termes de masse ou en termes de nombre d'individus, ce sont des individus unicellulaires, des bactéries, des archées. L'essentiel de la biodiversité, c'est aussi des bactéries, des archées, et qui sont restés unicellulaires, et qui sont restés sans doute, alors qui se sont adaptés évidemment à toutes sortes de niches écologiques qui n'existaient pas forcément au moment de l'apparition du vivant, de Lucas. Mais en dehors de cette adaptation par perte et gain de fonction, ce sont restés des unicellulaires. On ne peut pas parler de... Voilà. Alors je ne dis pas qu'il y a supériorité, mais on voit bien qu'il y a une évolution vers la complexité. Qui peut aller dans l'autre sens éventuellement un jour, non? Non, on n'évolue pas forcément vers la complexité. En général, si on prend la moyenne de l'évolution de tous les organismes vivants, les bactéries, on ne peut pas dire qu'elles ont évolué vers de la complexité morphologique. Mais les vertébrés n'existaient pas il y a Alors, X milliards voilà, d'années. si on prend le petit groupe d'espèces, donc quelques milliers qui constituent par exemple les vertébrés ou les métazoaires, les animaux, en général, effectivement, on voit l'apparition de nouvelles formes suite à des pressions de sélection.
Mais on peut aussi voir la perte de fonction, comme vous l'avez pris l'exemple du dodo, ou des autruches ou des émeus qui avaient des ancêtres qui pouvaient voler et qui ne volent plus. Voilà. On voit aussi, je reprends l'exemple des poissons, parce qu'il y a 30 000 espèces de poissons qui sont tous morphologiquement à peu près similaires. On peut faire des comparaisons assez facilement. On voit qu'en termes, par exemple, de nombre d'os dans le squelette des poissons, on a toute une gamme d'espèces qui possèdent des squelettes extrêmement complexes et d'autres qui ont vraiment vu une réduction de la complexité de leur squelette. Pour des raisons adaptatives, il faut pouvoir gonfler, par exemple, pour absorber de l'eau et se protéger des prédateurs, ce qu'on appelle les poissons bulles. Pour ça, il fallait perdre beaucoup de complexité dans le squelette, et donc avoir un squelette minimaliste. Donc on peut évoluer vers une réduction de la complexité quand c'est avantageux. Est-ce que le dodo est flemmard? Pourquoi c'est agréable de voler? Pourquoi a-t-il renoncé au vol? Parce que lui ne court pas, contrairement. Alors il a disparu. La notion d'agréable échappe peut-être, on ne sait pas, mais n'est pas peut-être prédominante comme moteur de l'évolution. Par contre, ça a un coût et c'est nécessaire de le payer ce coût s'il faut chasser, par exemple. Le dodo, peut-être qu'il avait amplement suffisamment de nourriture à portée de bec lorsqu'il se déplaçait à pied. Et donc, comme il n'avait pas de prédateurs non plus auquel il fallait échapper, peut-être que pour lui, c'était avantageux en termes de coût énergétique de cesser de voler. Si on regarde la façon dont fonctionne l'évolution, on peut penser que d'un point de vue managérial, alors c'est très humain, il y a quand même un énorme gâchis. La grenouille européenne pond 10 000 œufs pour que 3 têtards arrivent à l'âge adulte. Et on peut remarquer que l'espèce humaine a créé des modes de production qui sont beaucoup plus efficaces dans certains domaines que ce qu'a fait la nature. Je vais prendre un autre exemple qui est l'informatique. Dans l'informatique, on utilise des supraconducteurs, ce qui fait que les ordinateurs, entre guillemets, pensent beaucoup plus vite que nous, parce que l'influx nerveux, les électrons dans le cerveau se déplacent à 1 mètre seconde, et qui vont beaucoup plus vite dans des microprocesseurs. Alors, est-ce que vous voyez, donc c'est une question très spéculative qui n'a aucune réponse, mais enfin c'est votre raisonnement qui m'intéresse, comment analysez-vous l'apparition de l'électronique, de l'informatique, de la robotique et des machines, puisque c'est les êtres humains qui les ont fabriqués, puisque c'est des outils? Est-ce que c'est la continuation de l'évolution? Alors, il y a plusieurs questions dans celle que vous venez de me poser. Il y a la question du gâchis, d'abord. Peut-être que je voudrais m'arrêter là-dessus. Je voudrais commencer par juste rappeler une citation d'un éminent chercheur en biologie qui s'appelait Sidney Brenner, qui est décédé il y a quelques jours, justement, à un âge très avancé, qui a eu beaucoup d'influence dans le domaine de l'évolution et de la biologie, du développement et de la génétique. Il a eu un prix Nobel en 2002. Et il a dit quelque chose d'assez important, une boutade quelque part, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Il dit il faut savoir que les mathématiques sont le domaine de la perfection, la physique le domaine de l'optimalité, et la biologie, à cause de l'évolution, le domaine du compromis. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il était biologiste lui-même et il ne voulait surtout pas prononcer une citation péjorative vis-à-vis de sa discipline, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'une grande partie des phénomènes de l'évolution sont dus au hasard. Les mutations sont largement considérées comme étant aléatoires dans le génome. Et donc, du fait qu'elles sont aléatoires, elles sont imprévisibles. On ne peut pas prédire qu'une mutation va arriver à tel endroit, dans tel génome, dans telle espèce, à tel moment de l'évolution. Et donc, lorsqu'une pression de sélection s'exerce sur une espèce, par exemple un nouveau prédateur ou un changement climatique, l'espèce va, on l'espère, s'adapter parce qu'elle a de la variabilité et des mutations dans ses génomes qui sont aléatoires. Et à un moment donné, une mutation va être avantageuse par rapport aux autres et va être sélectionnée. Donc les individus qui la portent vont être sélectionnés. Et donc ça va être le début d'un phénomène adaptatif. Ça va donner une direction quelque part vers l'évolution d'un caractère adaptatif. Mais c'est le premier qui émerge qui va être sélectionné. Un autre caractère adaptatif sur une autre fonction qui également aurait pu fournir une adaptation à cette même pression aurait pu voir le jour avec une autre mutation, mais il se trouve que c'est l'autre qui a gagné. Donc cette imprévisibilité de l'évolution fait que parfois des compromis sont faits qui sont un peu surprenants. Donc pour revenir à votre exemple des 10 000 œufs de grenouille, la grenouille, elle doit pondre des œufs pour se reproduire. Alors elle peut avoir, dans le monde animal, on peut voir différentes stratégies de reproduction. Soit des espèces qui pondent beaucoup d'œufs à
avec un coût énergétique, mais du fait qu'elles pondent beaucoup d'œufs, ensuite, une fois qu'elles les ont pondus, elles peuvent s'en aller se nourrir, aller se protéger des prédateurs, aller voyager, enfin vivre sans s'occuper de ces œufs qui vont ensuite être fécondés et donner des larves, etc., dont très peu vont survivre, mais certaines vont survivre. Et pour que certaines survivent, il fallait en pondre 10 000. Donc il y a un compromis à faire entre pondre avec un coût énergétique, beaucoup d'œufs, et en même temps, tout de suite pouvoir s'en aller et pouvoir s'en occuper. A contrario, une autre stratégie serait d'en pondre pas peu, mais devoir les protéger, devoir s'en occuper, devoir les nourrir, devoir accompagner. Donc c'est une stratégie parentale différente, un investissement parental différent, qui a un coût par contre aussi. Il faut rester prêt, il faut trouver de la nourriture, il faut éloigner les prédateurs, il faut construire souvent un nid ou un espace pour élever ses petits, etc. Ça, c'est un coût qui est un autre coût que celui de produire 10 000 œufs. Donc c'est un choix. Et à un moment donné, certaines espèces, pas consciemment évidemment, mais à travers des mutations, ont opté pour différentes stratégies d'investissement parental. Donc ce n'est pas un gâchis du point de vue de la grenouille. C'est des stratégies différentes. C'est des stratégies différentes. C'est un pari un petit peu, d'un point de vue, pour revenir sur votre côté un peu managérial, c'est un pari économique, un choix économique sur l'investissement en ressources. Vous pensez que la robotique, l'informatique, d'autant plus que les machines sont interconnectées, donc on a l'impression qu'il y a un futur être vivant gigantesque qui fait le tour de la Terre, un peu comme dans le roman Fondation d'Asimov. Est-ce que c'est une nouvelle forme de vie? Et est-ce que c'est le fruit de l'évolution? C'est le fruit de l'évolution, nécessairement. Alors, au sens strict du terme, non, ce n'est pas un résultat de l'évolution, parce que ça n'est pas gouverné par des processus évolutifs. Par contre, on peut trouver un certain nombre d'analogies. L'évolution du vivant et l'évolution des technologies procèdent toutes les deux par transmission d'informations, soit génétique dans le cadre de l'évolution, soit de connaissances. Alors on en vient aux deux dernières questions, et là on va vous transformer en philosophe des sciences, mais j'imagine que, et j'en suis convaincu, vous ayant écouté jusqu'à présent, que vous posez des questions sur votre propre activité, et qui sont des questions un peu au second degré. Alors là, on a écrit un article sur notre site web récemment, qui est intitulé « Un monde où tout s'emboîte, parfaitement peut-il être inconçu ?» Et évidemment, on ne fait pas allusion au design intelligent et à des théories religieuses, parce que c'est des vérités prétendument révélées, ce n'est pas scientifique, ça n'entre pas dans cet entretien, ni dans notre projet d'ailleurs. Mais quand même, on est obligé de constater que dans la matière et dans la physique, il y a tout un ensemble de briques sans lesquelles la vie ne serait pas possible. Sans la loi d'équipartition de l'énergie, nous serions congelés à l'intérieur et brûlés à l'extérieur. Sans la transformation O2-CO2 qui permet la respiration, la photosynthèse et le transport de l'énergie seraient impossibles. Sans la gravité, tous les êtres vivants et tout ce qu'il y a sur Terre s'envoleraient dans l'espace, se disperseraient dans l'espace. Et sans les propriétés de l'atome de carbone, il n'y aurait pas de vie, évidemment, puisque c'est à la base de toutes les protéines. Et sans les propriétés même de la molécule d'ADN et d'ARN, certes ce sont des atomes mais cette somme d'atomes a ces propriétés-là. Et ça, c'est une loi physique. Et comment expliquez-vous qu'il y ait toutes ces briques au départ qui rendent la vie possible? Est-ce que ces briques, on a l'impression que ces briques ont été conçues par je ne sais quoi, pas par une intelligence supérieure, mais pour rendre la vie possible? Ou est-ce que vous pensez que la vie s'est imposée ou est apparue aléatoirement dans un environnement physique qui finalement lui était, par hasard, favorable? Oui, le cadre de réflexion principal dans lequel les scientifiques raisonnent, c'est effectivement que sur la Terre ont été réunis, par hasard ou pas, mais en tout cas à travers une évolution de la planète Terre, ont été réunies les conditions pour l'apparition de la vie. Et ce qu'on recherche aujourd'hui dans le domaine de l'exobiologie, ce sont des exoplanètes sur lesquelles ces conditions ont été réunies une nouvelle fois. Alors, pour la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui sur Terre, on sait quels sont ces principes, certains vous venez de les rappeler. Donc on cherche des planètes qui sont à la bonne taille, à la bonne distance de leur Soleil, qui ont à peu près la bonne taille, qui ont la bonne composition chimique, etc. Mais il faut voir une chose, c'est que nous sommes humains et forcément nous percevons la biodiversité, la vie, je dirais la réalité autour de nous en tant qu'humains. Et je pense qu'il faut être un peu humble et se dire que cette perception de la réalité, on l'aperçoit avec quoi? Avec un certain nombre d'organes sensoriels qui sont le toucher, la vue, l'audition,
l'ouïe, pardon, et qu'on a un cerveau qui intègre ces différentes informations sous la forme de ce qu'on appelle, nous, notre réalité. Donc on voit un certain nombre de couleurs, on voit un certain nombre on peut entendre un certain nombre de fréquences auditives, mais il faut se dire que, par exemple, dans le monde animal, eh bien, certains animaux voient dans d'autres gammes d'ondes lumineuses, peuvent entendre dans d'autres gammes d'ondes auditives, et donc perçoivent une réalité qui va nécessairement être différente de la nôtre. Ils ont une autre architecture dans leur cerveau neuronal qui va forcément créer des images, que ce soit des vraies images issues de leur système visuel ou des images mentales, qui vont être différentes des nôtres. Et donc, la réalité telle que nous on l'aperçoit, ce qu'on conçoit être la vie, eh bien, pour d'autres formes de vie, ça va être une autre réalité. Et si on poursuit ce raisonnement un peu à l'extrême et dans le domaine extrêmement spéculatif, on peut imaginer que si d'autres réalités sont possibles au sein du monde vivant tel que nous le connaissons, eh bien, que d'autres réalités soient possibles pour d'autres formes de vie. C'est nécessairement les mêmes principes de vie qui est sur notre planète. Je pense que, vu l'extraordinaire inventivité de l'évolution sur Terre déjà, avec ces briques élémentaires que vous venez de mentionner, je pense qu'il faut être humble et se dire que tout est possible. Il pourrait y avoir des formes de vie gazeuses, par exemple? Forme de vie, alors il faudrait adapter notre définition, oui, évidemment. On n'arrive pas à définir la vie déjà. Mais d'autres formes d'entités qui soient capables d'un certain... Oui, soit de coexistence, peut-être de reproduction, peut-être de... Oui. Toute dernière question, est-ce que vous pensez que la vie est une propriété de l'énergie et de la matière? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, non, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on a de l'énergie et de la matière où il n'y a pas de vie, donc ce n'est pas une propriété nécessairement induite. Je pense que non, c'est plutôt une exception. Eh bien, Hugues Roscrolius, je vous remercie, c'était, je pense, assez passionnant. Merci beaucoup.